Bien, bonjour à tous et à toutes. Merci à Blandy Vigneras pour son accueil, à Madame Brandy pour la co-organisation de cette réunion. Euh, Nous allons plutôt qu'une conférence essayer plutôt d'opérer une méditation sur la relation au visage en contexte pandémique, avec un objectif qui est de trouver à l'éthique des sources de légitimation ou des sources de légitimité dans le fonctionnement du cerveau humain. En effet, je crois qu'il est temps aujourd'hui de passer, et la pandémie nous l'a montré, d'une éthique fondée sur la raison et sur le siècle des Lumières, sans rien renier à ce siècle des Lumières, mais en y ajoutant ce que le siècle des Lumières n'avait pas encore considéré, mais que d'autres courants considéraient, c'est le statut charnel de l'être humain. C'est son statut incarné. Et au fond, l'éthique dont nous devrons parler demain, c'est précisément cette éthique que nous pouvons appeler énactive, c'est-à-dire une éthique qui passe par une considération de l'être humain dans son statut biopsychosocial et pas seulement en y plaquant un paravent de raison. Alors, la relation au visage est assez exemplaire puisque cette relation a été très éprouvée par la pandémie et c'est effectivement une occasion de revisiter l'importance de ce lien interhumain constitutif et qui est la relation au visage. Je voudrais tout d'abord rappeler que ces trois mots, masque, visage et personne, sont en fait des synonymes. En fait, ils puisent à des étymologies identiques, certaines latines, d'autres grecques, mais qui renvoient à la même réalité. Le masque, en grec, prosopone, c'est la personne, en latin, persona. Persona, c'est aussi le masque que l'on mettait pour cacher son visage et pour devenir autre. Et là, on voit le statut symbolique du masque qui renvoie, comme tout symbole, à un autre signifiant, une personne, à tel point que notre propre visage est notre masque. Et ceci veut dire qu'il est lui aussi symbolique d'une personne humaine. Et au fond, notre visage est l'expression au monde, on verra tout à l'heure le terme d'Emmanuel Lévinas, le visage est l'expression au monde d'une personne humaine. Les Grecs avaient eu deux mots pour désigner l'intérieur de la personne, ils appelaient cela l'hypostase, ce qui est dedans. En latin et en français, nous avons le même mot pour désigner personne et visage. Et la source, elle est un peu là, dans ces masques de la tragédie grecque. Ces masques de la tragédie grecque, eh bien, définissaient des personnes et définissaient des rôles. Et pour définir des rôles, eh bien, il suffisait de porter un masque avec ou non un costume, mais le masque était un outil absolument essentiel. Et puis le masque a connu une grande période de gloire au XVIe siècle avec la commedia dell'arte italienne. Cette commedia dell'arte a donné des personnages truculents que l'on reconnaissait grâce à leur masque. Quels qu'ils fussent, ils étaient devenus Harlequins, ils étaient devenus Colombines, ils étaient devenus Pantalon, ils étaient devenus Polichinelle, ils étaient devenus le docteur ou encore le capitaine Matamor et bien d'autres encore. Cette commedia dell'arte s'est répandue dans toute l'Europe et
nous en avons encore aujourd'hui, nous en sommes les successeurs, mais n'oublions pas qu'elle inspira nos grands classiques et que les rois de France ont eu très vite, au XVIIe, au XVIIIe siècle, dans leur cours, des troupes de commedia dell'arte. C'est ainsi que Molière a longtemps cohabité dans le même espace, le même local, avec une troupe italienne de commedia dell'arte. La comédie de Molière a été très inspirée par la commedia dell'arte, même celle de Corneille. J'évoque les fourberies de Scapin, mais je pourrais en évoquer bien d'autres. Scapin est aussi un personnage de la commedia dell'arte. Donc, le masque signifie quelque chose. Et ce masque, évidemment, eh bien, nous le voyons dans les carnavals, mais on voit sur le tableau du milieu une image de Venise où ces masques sont des masques mixtes, à la fois carnaval et souvenir aussi de la commedia dell'arte. Et puis, bon, le masque a tellement signifié d'identité qu'il a aussi servi pour cacher la vraie identité aujourd'hui. Que connaissons-nous de l'homme au masque de fer, sinon son masque de fer? Et l'on se perd en conjoncture sur l'être humain que le roi avait ainsi soustrait des circuits pour cacher à jamais son visage. Alors la rencontre du visage a d'autres analogies avec le théâtre classique. Le théâtre classique se caractérise, vous le savez, par l'unité de temps, de lieu, d'action. Et cette très belle phrase de Boileau, qu'en un lieu, qu'en un jour, un seul fait accompli, tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli. Eh bien, j'ai trouvé qu'il y avait une profonde analogie entre cette triple unité et la rencontre du visage, une analogie fulgurante, puisque ce n'est même plus une unité de temps, c'est une simultanéité de temps, de lieu, d'action, d'un drame, la rencontre d'une action, le mot drame veut dire action, quasi instantanée, qui est la mise en présence d'un jeu et d'un tu. Et ce jeu et ce tu signifient l'un l'identité et l'autre l'altérité. L'autre est ce qui n'est pas moi. C'est l'altérité. Le jeu, c'est ce qui est moi. Mais très curieusement aussi, et on n'y pense pas assez, d'un jeu qui voit et d'un tu aveugle de son propre visage. Et oui, nous ne voyons pas notre propre visage, nous ne le voyons pas dans les rencontres débats, et il a fallu la pandémie du Covid pour voir prioritairement son visage, notre visage sur l'écran, ce qui est une expérience que j'ai toujours trouvée étrange. Dans les rencontres, nous sommes aveugles de notre propre visage qui est exposé à autrui comme la partie visible, la partie émergée de quelqu'un, d'une identité et d'une identité qui est pourvue d'intention, d'une intentionnalité. Et on peut là se souvenir de cette très belle phrase d'Emmanuel Lévinas dans ce dialogue que je vais faire entre lui et la neuropsychologie. Percevoir un visage se vit comme un saisissement. Saisissement, c'est ce que j'ai voulu rendre dans ce terme de simultanéité, de temps, de lieu, d'action, mais cette simultanéité, elle cache, bien entendu, elle recouvre des processus neuropsychologiques extrêmement complexes. Alors bien sûr, la rencontre du visage est d'abord une expérience sensorielle, comme toute information. Il n'y a rien dans notre esprit qui y soit entré par les organes des sens, dit-on depuis des siècles. Et je ne vais pas essayer aujourd'hui de faire l'exégèse de la source de cette phrase que j'ai mis, bien sûr, en latin, mais qui nous est revenue par les scolastiques, par Thomas d'Aquin, mais aussi par bien d'autres auteurs. Il n'y a rien dans l'esprit qui n'y soit entré par les organes des sens, rien qui n'y soit passé par notre cerveau, rien sinon l'esprit lui-même. Et alors, l'expérience sensorielle d'un visage
C'est une expérience statique, bien sûr, le visage comme photographie, mais c'est aussi une expérience dynamique. Nous avons dans le cerveau des zones très sensibles au mouvement, à la gestualité, et le visage est souvent en gestualité. Cette gestualité qui détermine toutes les expressions que le visage peut faire, et nous connaissons les régions cérébrales où se joue cette rencontre avec la vie, avec le mobile. Mais la rencontre du visage est parfois polysensorielle, et nous avons vécu cela dans les EHPAD avec la pandémie. Ça nous a fait sentir l'importance de la polysensorialité. En effet, la rencontre d'un visage n'est pas toujours que la rencontre d'une vidéo ou d'une photographie, c'est aussi une personne qui se dit, qui parle, et c'est aussi une personne qui touche, ce qui a été condamné pendant cette période pandémique. Oui, l'expérience d'un visage est parfois une expérience purement visuelle, statodynamique, mais c'est aussi parfois une vision intégrée. Et cette rencontre, cette expérience embrasse et embrase des processus cérébraux interconnectés qui sont des processus cognitifs, émotionnels, comportementaux. Et oui, parce que en présence d'un visage, en présence d'un autre que moi, affleurent immédiatement des questions qui s'enchevêtrent. Qui est-ce? Quelqu'un de connu ou quelqu'un d'inconnu? Et à défaut de connaître ou de ne pas connaître, quelqu'un de familier, quelqu'un d'étrange, quelqu'un d'étranger? Que me veut-il ce visage qui vient à ma rencontre ou sur lequel je tombe? Est-il hostile, dangereux, répulsif, attractif, indifférent, souriant? Je pourrais comme ça multiplier cette intense problématique cognitive, émotionnelle, comportementale à laquelle la rencontre d'un visage appelle. Et alors, la neuropsychologie conduit à risquer une anthropologie et une éthique. Une anthropologie, c'est-à-dire un discours sur l'homme, et une éthique, c'est-à-dire sur le sens qu'a le visage. Parce que, n'oublions pas que c'est le visage humain qui, dès sa naissance, signifie à l'enfant sa propre humanité. En effet, l'enfant est-il à peine né qu'il est saisi. Il va très vite être saisi par sa mère. Et il va rencontrer, lui qui ne sait pas qu'il a un visage, le visage de sa mère. Merci. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir. C'est par le visage de sa mère. Ça marche, mais ça lag énormément. C'est par le visage de sa mère. Tu veux que je ferme là? Ouais, il faut tout fermer. Là, tout, t'es sûr? Oui, tout. Et il faudrait couper les micros, s'il vous plaît. C'est par le visage de sa mère qu'il va apprendre. Non, il y a un écho, s'il vous plaît. Coupez les micros. On ne peut pas parler. Je ne peux pas parler. C'est par le visage de sa mère qu'il va apprendre sa propre humanité. Nous avons appris notre humanité et notre visage de cette mise en présence du visage de l'autre, et d'abord du visage de nos parents. Et c'est pour ça qu'Emmanuel Lévinas a risqué cette phrase considérable: autrui a préséance sur moi. Autrui est en quelque sorte mon maître, parce que c'est l'autre qui a attesté de ma propre humanité, qui m'a fait rentrer dans le cercle de l'humanité, qui m'a apprivoisé en humanité. Et là, nous voyons, à travers ce que dit Lévinas, sa prescience qu'il a eue de cette éthique incarnée à laquelle je faisais allusion, car pour lui,
évidemment, l'égalité et la fraternité ne se déduisent pas de la raison pour Emmanuel Levinas, elles se déduisent de la rencontre avec le visage. Parce que ce que je viens de dire montre que si l'autre m'apprend mon humanité, alors d'emblée, il est signifié comme mon frère. Il appelle à la fraternité. Et Emmanuel Levinas écrivait encore, son sens même consiste à dire « tu ne tueras pas ». Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de meurtre, mais ça veut dire que c'est l'appel du visage à autrui, cet appel que bien de ceux qui tuent ne savent pas entendre. Tu ne tueras pas. Or, ce « tu ne tueras pas » est un ordre, un commandement, dit Emmanuel Levinas, comme si un maître me parlait. Et pourtant, ce visage qui me commande la fraternité, ce visage, dit Emmanuel Levinas, il est vulnérable, il est dénué. C'est le pauvre pour lequel je peux tout et auquel je dois tout. La puissance de l'être humain sur le visage de l'autre est finalement une puissance terrifiante qui ne peut devenir humaine que dans une rencontre fraternelle. Et du coup, effectivement, et nous expliquerons comment nous l'avons vécu dans les EHPAD, positivement, nous dirons que dès lors qu'autrui me regarde, j'en suis responsable. Sa responsabilité m'incombe. On en a eu la traduction dans les témoignages que nous avons reçus des visiteurs en EHPAD qui font tomber le masque. Ils tombent le masque devant leurs proches atteints de maladie d'Alzheimer parce que le visage de l'Alzheimer dit la détresse et ils se sentent responsables de cette détresse. Lui, le proche qu'on a affublé d'un masque alors qu'il est déjà à 2 mètres de distance. Et donc, c'est cette responsabilité pour autrui. Je ne peux pas être responsable de la souffrance de mon père, de ma mère, de mon oncle, de ma tante, de mon frère, de ma sœur. Je tombe le masque et certains, nous l'avons vu, ont été sanctionnés faute de compréhension. On ne peut pas faire de l'éthique qu'avec de bonnes intentions. On ne peut le faire qu'avec des connaissances de plus en plus approfondies et des connaissances qui essaient à chaque fois de comprendre ce qui se joue, ce qui se passe en humanité. Et ce qui se joue, ce qui se passe en humanité, ce ne sont pas des discours de salon de thé, ce sont des discours laborieux qui doivent être appuyés sur un travail de compréhension. Nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir. Alors la neuropsychologie de la rencontre du visage, elle s'inscrit dans le souci d'un courant neuropsychologique qu'on peut appeler le courant humaniste de la neuropsychologie. C'est un chemin d'approfondissement de ce qu'Albert Camus appelait une éthique de la compréhension, qui souhaite dépasser et renouveler des débats rationnels, passionnants, mais dont nous avons été gavés, pour entrer dans une vision incarnée des pensées, des émotions, des comportements, comme grille de lecture des tensions éthiques qu'il suscite. Je passe très vite sur cette diapositive, c'était juste pour vous effrayer un peu, pour vous montrer la complexité de la neuropsychologie, mais faisons-le pas à pas. La rencontre au visage, je l'ai décrite comme un drame simultané que je vais tenter de disséquer devant vous pour essayer d'en saisir ces étapes en se souvenant que c'est un saisissement, que c'est un embrasement, que ces étapes se télescopent, mais essayons quand même de les disséquer. C'est un travail analytique qui appartient bien à la dimension soignante, l'acte 1 de la rencontre. L'acte 1 de la rencontre avec le visage, cet acte 1, c'est évidemment la vue, l'analyse visuelle, l'analyse de la structure. Mais considérons très vite la complexité de ce processus. Nous rencontrons un visage, mais ce visage a un contexte.
j'ai oublié la chevelure, mais la manière de se coiffer peut désigner une personne, et d'ailleurs ça peut aider quand on a des difficultés de la reconnaissance, quand des gens ont des coiffures tout à fait singulières. Ça peut être la barbe, les moustaches, les lunettes, tout cet ensemble qui ne fait pas partie du visage, mais qui contribue à lui donner sens. Et puis toutes ces informations visuelles, et bien voilà, nous les transformons en une structure visuelle dans son contexte. Oui, l'acte 1, c'est de dire, c'est un visage, c'est bien un visage humain, normal ou un peu étrange. Le visage a besoin immédiatement d'attester de son humanité, mais il faut aller au-delà. Au-delà de l'humanité, c'est, mais quel est cet humain qui est devant moi? Et oui, parce qu'il nous faut là parler de ce qu'on appelle la vallée de l'inquiétante étrangeté. Uncanny Valley. Qu'est-ce que cette vallée de l'inquiétante étrangeté? Ben, vous la voyez dans la partie de cette diapo, ce creux qui est assez étrange et que je vais essayer de vous faire approcher avec la diapositive suivante que je vous livre. Voilà cette diapositive qui vous montre sur votre gauche toute une série de visages. Ce sont des jouets, ce sont des robots, et nous voyons que de haut en bas, ces jouets et ces robots vont vers un aspect de plus en plus humain. Si je prends ma courbe de droite, eh bien, je me rends compte que, évidemment, ces robots industriels, les robots jouets, nous en avons à la 4e ligne, la 5e ligne, ils sont assez sympathiques, mon Dieu, nous. Et puis, tout à coup, nous arrivons à l'humain, et puis nous arrivons à des presque humains. Et là, nous tombons, comme c'est étrange. C'est ce visage que j'ai mis à gauche de la poupée japonaise en bas. Ce visage qui est humain, nous en avons des exemples sur l'avant-dernière ligne de la collection de diapositives. Ces visages sont étranges. C'est ça, la vallée de l'inquiétante étrangeté. Et puis, tout à coup, le visage devient humain totalement, et puis l'étrangeté remonte. On voit donc que c'est finalement dans la nuance d'une proximité avec l'humain, et Dieu sait si l'art cinématographique y joue beaucoup avec ces visages de science-fiction qui veulent inspirer l'inquiétude du spectateur et qui effectivement renforcent, caricaturent de manière désagréable des faits humains. À tel point que quand on étudie le sentiment de, j'allais dire, de réassurance provoqué par des visages, on se rend compte que cette poupée japonaise, la Bunraku Puppet, que vous voyez en rouge, apparaît plus familière, plus rassurante que le visage de gauche, qui est pourtant plus proche de l'humanité, mais qui est un visage qui, quelque part, monstrueux, rend l'humanité quelque peu monstrueuse avant que n'advienne son accomplissement. On voit donc effectivement que dans la rencontre au visage se joue d'emblée un déferlement émotionnel qui va aller soit vers l'assurance, soit vers l'inquiétude. Et nous arrivons alors à l'acte 2 de la rencontre du visage. Cet acte 2, une fois surmonté, le sentiment d'étrangeté, ou ce sentiment d'étrangeté pouvant être remplacé par un sentiment d'harmonie,
ou de réassurance. La question que notre cerveau va nous aider à résoudre, c'est est-ce un visage connu? Est-ce un visage connu ou est-ce un visage familier? Car un visage peut être inconnu, mais il peut être un visage familier. Et c'est ce que aussi la pandémie nous a appris. Bien sûr, la neuropsychologie le savait, l'avait étudié, mais ce malade, ce résident Alzheimer, apparemment ne connaît pas, mais ce visage qui vient à sa rencontre est un visage familier qui le réassure. La familiarité n'a rien à voir avec la reconnaissance explicite d'un visage. Alors, bien sûr, essayons très rapidement et très sommairement de voir ce qui se passe. Le visage, écrit Manuel Vinas, encore chose parmi les choses, perce la forme qui cependant le délimite. Il me parle et par là, il m'invite à une relation. Autrui en appelle à moi. Il m'invite à une relation et les deux courants qui sont en jeu dans le cerveau, c'est précisément le courant du bas avec le chiffre 1 qui va vers le bas, qui est la reconnaissance du visage, et le courant 2 qui est le courant cérébral qui, partit des régions postérieures du cerveau, va nous donner le sentiment ou non de familiarité. Et ces deux courants sont distincts. Et on comprend du coup qu'un visage puisse nous être familier alors que nous ne pouvons pas le dénommer. Et en même temps, bien sûr, cette structure en trois qui est extrêmement importante, c'est ça, la mobilité du visage, parce que le visage se dit beaucoup aussi, et nous le verrons dans ce qu'il exprime. Ce qui est extrêmement important, c'est que la rencontre avec le visage, celle qui va procéder à la reconnaissance du visage, comme celle qui, en haut du cerveau, va procéder à la familiarité du visage, arrivent tous les deux au cerveau émotionnel. Au cerveau émotionnel et à cette structure que j'ai appelée Y ici, qui est l'hypothalamus, qui est une structure, une toute petite structure de la base du cerveau, mais qui gère toutes nos réactions émotionnelles. Si nous nous sentons bien dans notre corps, si nous avons des frissons, si nos poils se hérissent, s'horripilent, si notre cœur s'accélère, et si la salive manque à la bouche, et toutes ces réactions, évidemment, se trouvent rassemblées dans ces effecteurs du vécu émotionnel qui a été généré par cette rencontre. Alors, bien sûr, le vécu émotionnel peut parfois être assez neutre, il peut être très positif, il peut être devant un visage inconnu, attractif, masqué, mis en face de soi, alors que j'ai de la peine à le reconnaître, nous le verrons, eh bien, il peut être source d'un stress intense, N'y a-t-il que la sanction à l'égard des proches pour répondre à ce stress? Voilà donc cette illustration de ces deux courants qui donc arrivent à cet acte 2 de la rencontre du visage. Cet acte 2, je le répète, deux orientations. Qui est-ce? Est-ce que c'est quelqu'un de familier ou d'étranger? Alors, appesantissons-nous un tout petit peu sur ces deux branches de l'acte 2. L'acte 2, c'est donc d'abord la reconnaissance des visages. Fait-il partie de mes connaissances présentes dans ma mémoire? Et l'on voit alors que cette expérience visuelle qu'est le visage va entrer alors en relation avec
la mémoire de l'individu, c'est l'acte 3, cette mémoire qui vient déferler sur le visage reconnu. Ce visage me dit quelque chose et la mémoire s'engouffre. Et la mémoire s'engouffre pour aller à la rencontre du visage. Deux mémoires s'engouffrent. D'abord la mémoire sémantique, c'est-à-dire les connaissances qui s'attachent à ce visage. Ça peut être sur une photo, c'est un homme public ou c'est la sœur du frère etc. C'est une mémoire de connaissance qui n'est pas une mémoire, elle, émotionnelle. C'est plus, voilà, une mémoire didactique, mais aussi une autre mémoire surgit en même temps, c'est la mémoire épisodique. On s'est rencontrés là, il y a quelque temps, où il y a ceci, c'est ma sœur, c'est mon frère, c'est etc. Les souvenirs. Autrement dit, les émotions sont à nouveau convoquées ici dans l'histoire identitaire du sujet quand, rencontrant ce visage qu'il va identifier, il se souvient aussi, comme disait saint Augustin de lui-même, se rappeler des souvenirs, disait saint Augustin, qui est un des créateurs de la neuropsychologie, c'est se souvenir d'abord de soi-même. C'est cela, la mémoire, dans sa consistance. Alors, reprenons cette synthèse, et voyez qu'en disséquant, nous avons progressé l'acte 1 de la rencontre du visage, l'analyse visuelle, un codage structural du visage. C'est un visage, c'est bien un visage humain, normal ou un peu étrange. Cet acte est surmonté. L'acte 2, c'est d'une part, c'est la reconnaissance, fait-il partie de mes connaissances? Et puis, évidemment, c'est tout à coup l'interrogation de l'histoire de l'individu. Et c'est quand tout ce processus est abouti, qui peut se nourrir aussi, bien sûr, de la barbe, des moustaches, des lunettes ou de la chevelure, qui peut aussi convoquer la mémoire, qu'enfin nous allons pouvoir dire et parler. On voit très bien que la parole qui se dit et qui nous paraît si importante et si fulgurante n'est qu'un processus d'aval. Quand un mot nous manque, quand le nom d'un visage nous manque, ce n'est pas, et nous le savons bien que nous ne l'avons pas reconnu. Mais qui est-ce? Où je l'ai vu? Mais il me dit, et puis j'ai son nom sur le bout de la langue. Oui, et oui, évidemment, tout à fait en aval, il y a la convocation de notre stock lexical des noms. Il y a donc l'appel à notre production verbale, mais il y a aussi, effectivement, l'appel à une narration. C'est ce à quoi Paul Ricoeur faisait, enfin, c'est ce dont quoi Paul Ricoeur parlait souvent. Oui, ce visage que nous rencontrons, il va être un objet de dialogue. Nous allons nous exprimer avec ce visage en face de lui. Bien sûr, le contenu verbal va être plus ou moins riche et on le voit dans l'asymétrie de ces rencontres dans les EHPAD entre le malade Alzheimer qui, quand il voit son proche, peut exprimer une satisfaction, dire quelques mots banals, et le proche qui essaie de combler un peu le vide pour en dire un peu davantage. Un je et un tu se rencontrent et se disent l'un à l'autre. Nous avons ici et jusqu'à présent envisagé donc la rencontre du visage comme une interrogation double, qui est-ce? Et à défaut de savoir qui est-ce quelqu'un de familier? Mais un visage ne se conçoit pas aussi sans les émotions qu'il porte. La rencontre du visage est aussi un lieu de rencontre émotionnelle. Et ce qu'il est très important de réaliser, c'est que la reconnaissance des émotions est indépendante de la reconnaissance de l'identité des visages. Autrement dit, nous n'avons pas besoin de savoir qui est-ce pour savoir ce qu'il ressent.
Autrement dit, ce qu'il donne à voir de ce qu'il ressent. Et là, effectivement, la reconnaissance des émotions plonge au plus profond de l'histoire de l'humanité. Oui, elle plonge au plus profond de l'histoire de l'humanité parce que certains visages font peur, parce qu'ils expriment la colère, ils expriment l'agressivité, et l'être humain peut alors se défendre ou fuir. Souvenons-nous que, effectivement, la survie de l'humanité dépend d'un certain nombre de données neuropsychologiques, mais entre autres de cette capacité à détecter ou la menace, ou la courtoisie, ou la répulsion, ou l'attractivité, et donc de préparer sa défense, qui peut être l'attaque ou qui peut être la fuite, mais aussi, évidemment, dans la vie de tous les jours, les expressions émotionnelles concourent à la structuration des relations sociales. Au-delà, bien sûr, des émotions qui se donnent à voir, le visage va inviter à un partage d'émotions. Nous aurons l'occasion peut-être d'y revenir, mais je voulais à ce sujet reprendre ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur un plan anthropologique, le sens profond de cette maman qui prend son enfant dans ses bras. Cet enfant, elle le regarde et elle lui sourit. Et très rapidement, l'enfant va sourire. L'enfant va sourire. Réfléchissons quelques instants à la signification de ce sourire. Ce sourire, il est permis par les neurones miroirs. Nous les partageons avec les primates non humains. Nous partageons ces neurones miroirs qui nous permettent de reproduire dans notre cerveau des situations, des gestes qui ont du sens que nous voyons chez nos congénères. Nous avons les capacités, tout petit, tout enfant, de reproduire ces gestes porteurs de sens. Mais quand l'enfant va donc sourire pour répondre à sa mère qui lui a souri, ne croyons pas qu'il ne s'agit que d'une posture mécanique. Il ne s'agit pas d'un mannequin qui sourit, il s'agit d'un être humain. Et en effet, le sourire renvoie à un lot d'émotions, dont je vais dire un mot dans quelques secondes, qui sont regroupées sous le nom d'émotions primitives, archaïques, universelles. Et ces émotions-là font coïncider depuis notre naissance, font coïncider des mouvements du visage et des vécus intérieurs. Oui, des vécus intérieurs. C'est-à-dire que le fait de mobiliser son visage grâce aux neurones miroirs, ce petit enfant qui tout à coup va inventer son propre sourire tout seul, va ressentir cette joie profonde, ce sentiment de bien-être qu'est le sourire. Au bien-être de la maman répond le bien-être de l'enfant. Dans ce qui devient, du coup, une intersubjectivité, ne passons pas à côté de cela, une communication émotionnelle. Et évidemment, au début, il s'agit de la préhistoire de l'empathie. La préhistoire de l'empathie, ou notre prime-histoire, c'est effectivement l'histoire d'une contagion émotionnelle. Contagion émotionnelle où l'un et l'autre sont fusionnés quelque peu, et il va falloir que l'enfant apprenne peu à peu à distinguer lui-même son vécu du vécu d'autrui. Et c'est ainsi qu'il construira ses capacités empathiques, qui constitue aujourd'hui un concept éthique fondamental, même s'il est trop peu souvent oublié. Il a été la clé de l'éthique de Schopenhauer, il a été la clé de l'éthique de Eggleston, de bien d'autres, de Bradbury, de tous ces gens que nous avons peut-être trop oubliés et qui montrent que la relation à l'autre dans l'esprit
moderne de Lévinas, c'est cette relation à l'autre qui détermine tous ces sentiments dont j'ai parlé de fraternité et pas seulement le devoir de Kant. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Donc l'empathie, c'est bien cette capacité de ressentir ce que ressent autrui, mais aussi en se mettant à sa place et en restant soi. Voilà l'achèvement de l'empathie, partie de la contagion émotionnelle. Il est deux individus qui savent ce que l'autre ressent, mais qui savent qu'ils sont eux et que l'autre reste l'autre avec lequel ils partagent. Alors tout cela est permis par un canal initial qui est le canal de l'expression des émotions que notre visage porte. Et en effet, il faut distinguer dans le domaine des émotions, les émotions qu'on appelle fondamentales, on peut les appeler archaïques, on peut les appeler primitives, et les émotions secondaires qui sont, nous le verrons, des émotions construites. Sur la droite, je vous ai mis un dessin que j'aime beaucoup. Il n'est pas tout à fait exact, mais comme dit le proverbe italien, sino è vero e bene trovato. Je crois qu'en science, il faut parfois aussi se laisser séduire par l'esthétique en prenant la distance nécessaire. Mais c'est vrai que cette conception de MacLean est vraiment bien trouvée. Qu'est-ce que nous dit MacLean? Eh bien, nous dit MacLean, c'est que notre propre histoire résume l'histoire du vivant. Autrement dit, on peut dire sur un plan plus savant, l'ontogénèse résume la phylogénèse. Si nous sommes au bout de la chaîne du vivant, nous portons en nous tout le vivant qui nous a précédés. Autrement dit, il y a en nous reptiles, il y a en nous du mammifère avant qu'il n'y ait le néocortex, l'humanisation. Ceci est capital, parce que ceci veut dire d'abord qu'il y a en tout homme du reptile. Le reptile, c'est la défense du territoire. Combien de fois on le voit, même dans les relations sociales, ça me fait toujours sourire quand on sent ces pulsions primitives qui reviennent. Ici, c'est moi, ici, c'est mon truc, ici, c'est mon territoire. Mais oui, c'est la défense du territoire. C'est la nourriture, c'est la sexualité, c'est aussi l'agressivité, c'est aussi les barricades qu'on met. Voilà, pour survivre, pour survivre. Et puis, il y a en nous du mammifère. Le mammifère, ce sont les émotions et la mémoire qui est extrêmement liée aux émotions. Alors, vous voyez, bien sûr, ce schéma ne doit pas être pris sur un sens trop réducteur. Il y a dans le reptilien des émotions. Hein, voilà pourquoi ce schéma n'est pas tout à fait exact. Tout ça s'interconnecte. Mais enfin, ces émotions, elles s'épanouissent chez le mammifère et enfin, le néocortex, celui qui est capable d'inhiber les comportements, de les réguler, celui qui est capable d'anticiper, de programmer la mémoire du futur, que vais-je faire demain, il faut que je fasse ceci et non cela, que faut-il faire pour bien faire? Tout cela est permis par le néocortex. Et on voit que finalement, l'être humain est quelqu'un qui a à la fois à contrôler, à réguler, à harmoniser ce qui lui vient du cerveau mammifère et ce qui lui vient du cerveau reptilien. Il y a comme ça une très très belle image où on voit un cavalier qui est debout sur une selle d'un cheval qu'il tient par les rênes, tandis que de la main droite, il tient un animal. Alors l'animal, c'est le reptile qui le fait dévier. Le mammifère, c'est le cheval, et lui, il est au-dessus avec son casque, en train d'essayer de contrôler tout cela. C'est cela l'image du vivant. Et le travail d'humanisation, il est précisément dans cette capacité à grandir et à harmoniser toutes ces pulsions qui nous viennent du dedans et que nos amis psychanalystes ont eu longtemps du tort de considérer comme néfaste. L'être humain doit d'abord être un organe de régulation et d'inhibition. C'est sans doute là qu'il peut trouver ses lettres de noblesse. Alors, ces émotions fondamentales,
ces émotions fondamentales, elles sont génétiquement programmées, elles sont adaptables. Ce qu'il y a d'extraordinaire aussi, c'est qu'elles sont universelles. Elles fondent l'égalité, nous allons le montrer, l'illustrer dans quelques secondes. D'un bout à l'autre de la planète, ces émotions fondamentales sont pratiquement les mêmes et nous pouvons reconnaître la plupart de ces émotions fondamentales parce qu'elles sont incarnées. Et je reviens encore sur ces mots. Alors, ces émotions fondamentales, on peut en trouver 6, on peut en trouver 8. Bon, les émotions fondamentales les plus reconnues, c'est la joie, la surprise, la peur, la colère, le dégoût, la tristesse. C'est elles qui plongent dans le cerveau reptilien en lien avec le cerveau mammalien, lui-même connecté au néocortex. Alors, ces émotions fondamentales, nous avons en naissant les outils. Bon, là, c'était juste pour MacLean, il ne faut pas que je m'attarde trop sur lui. Voilà. Et ça, je le dirais, bien entendu, les effecteurs corporels, nous pouvons passer. Et voilà, les émotions fondamentales, telles que nous les utilisons en neuropsychologie pour étudier les, la capacité, en fonction des lésions cérébrales, de pouvoir reconnaître ou des difficultés pour reconnaître les émotions portées par les visages. Ici, vous avez à gauche la très belle illustration qui a fait le tour du monde d'Ekman et de son équipe qui ont photographié des visages de papous pour bien montrer que quelle que soit la civilisation, on peut reconnaître la joie, on peut reconnaître la tristesse, on peut reconnaître le dégoût. Et à droite, j'ai mis quelque chose un peu plus léger, mais qui vient quand même d'un grand homme qui est Darwin et qui l'a montré des émotions diverses. Ce dont il faut effectivement prendre conscience, c'est que dans la maladie d'Alzheimer, la reconnaissance des visages comme identité est perturbée assez rapidement, pas très rapidement, mais assez rapidement. La familiarité persiste très longtemps et la reconnaissance des émotions est très longtemps, la reconnaissance des émotions est très longtemps préservée. Méfions-nous aussi, parce qu'un certain nombre de travaux ont montré que dans la maladie d'Alzheimer, l'émotion qui résistait peut-être le plus, d'après certains travaux, c'est la reconnaissance du dégoût. Et je suis désolé que ceci ne soit pas encore assez enseigné. En effet, quand nous rentrons dans une chambre où il y a un malade Alzheimer ou un résident Alzheimer, nous pouvons trouver une chambre dans un état un peu difficile. Si c'est un malade déambulant, ça peut aussi avoir des odeurs qui peuvent nous choquer. Et alors, nous avons une propulsion quasi automatique à ce que notre visage exprime une sensation de dégoût. Combien de fois ne faut-il pas dire aux personnes soignantes, contrôlez votre expression visuelle à chaque fois que vous tapez à la porte d'un malade, la porte d'une salle, la porte d'une chambre pour y entrer. Ça vous permettra de contrôler vos émotions, car si vous exprimez un dégoût que vous ne maîtrisez pas, le résident, le malade le percevra. Le malade pourra le percevoir et alors surgira la mésestime de soi, le sentiment d'indignité dont on parle tant et que nous aurons bien involontairement créé. Voilà donc ces émotions primitives qui, dans la rencontre avec le visage, ont une importance fondamentale pour pouvoir nous dire si ce visage est attractif, s'il est répulsif, qu'est-ce qu'il exprime à mon égard et qu'est-ce qu'il exprime aussi s'il est triste de son état intérieur. Le visage dialogue par ses muscles, il dialogue par son existence même, il dialogue par sa gestualité.
Alors, la reconnaissance des émotions est donc un élément clé des relations soit autrui. J'ai parlé des neurones miroirs, de la contagion émotionnelle du bébé, de l'empathie, et tout ceci, évidemment, va faire naître la compassion qui est cet outil majeur de l'accompagnement. Accompagne-t-on par devoir, comme le voulait Emmanuel Kant et les philosophes cognitivistes, accompagne-t-on par fraternité, accompagne-t-on par amour. Mais bien sûr, c'est aussi la perception du danger, c'est la fuite, c'est dont tout ce que j'ai parlé. Et que nous a appris la pandémie? Elle a appris cela. Alors effectivement, nous voyons bien que le masque est obstructif, il ne cache pas tout. Il laisse heureusement le front, mais il conduit aussi à nous concentrer sur le regard. Le regard qui n'est jamais plus signifiant que quand il est un élément d'un contexte, c'est-à-dire d'un visage qui se dit, qui se donne, mais un regard qui peut être d'autant plus questionnant qu'il s'isole, qu'il devient nu, qu'il se dissout du contexte. Et je vais vous en donner un exemple. Voilà. Alors oui, mais avant d'y arriver, je voulais juste évoquer, j'ai parlé des émotions primitives. À côté des émotions primitives, nous avons les émotions secondaires. Les émotions secondaires, c'est une palette infinie d'émotions, mais ce sont des émotions que nous avons construites. Elles sont faites d'un mélange d'émotions primitives avec des représentations, avec notre propre personnalité. Et c'est ainsi que nous arrivons à des mots qui sont de plus en plus complexes, l'agacement, la honte, l'irritation, l'exaspération, la nostalgie, tenez, ce sentiment doux, amer, assez étrange. Eh bien oui, les émotions secondaires nous font entrer dans la vie relationnelle plus personnelle. Les émotions primitives, c'est le lot commun de l'humanité et dessus nous bâtissons. Et il est évident que, par exemple, la neuropsychologie de la musique ouvre beaucoup au travail sur ces émotions secondaires qui sont extrêmement importantes, bien sûr, dans la vie sociale. Ces émotions secondaires, eh bien, nous n'avons pas toutes les mêmes, nous en partageons, bien sûr, et on les crée en fonction de situations, d'une représentation mentale et aussi d'un état émotionnel corporel. Seulement, comment reconnaître ces émotions secondaires? Nous reconnaissons les émotions primitives et il y a le regard. Eh bien, ces émotions secondaires, elles relèvent d'un processus d'inférence, c'est-à-dire que nous allons attribuer à autrui des états mentaux. C'est un processus qui est un processus intuitif, mais aussi cognitif, bien entendu, qui va nous permettre de dire, tiens, il me semble agacé, il est préoccupé aujourd'hui, ou elle est préoccupée, ou est-ce qu'elle m'en veut, est-ce qu'il m'en veut, il a du mal dormir, enfin, voyez. Et ceci, on l'appelle, le mot est un peu rebelle, la théorie de l'esprit, theory of mind. En anglais, nous disons Tom, mais ça fait partie évidemment du jargon des neuropsychologues. Et voici ici un outil que nous utilisons depuis longtemps en neuropsychologie et que sur laquelle la pandémie a ravivé l'intérêt. Je vous engage à aller sur Internet et passer ce test. C'est le test de Baron Cohen. Vous avez même l'adresse sur Psychomédia, c'est gratuit. Et là, on nous demande d'attribuer à autrui un état mental. Et si vous passez le test, vous verrez que vous avez un choix.
Est-ce qu'il est agacé, honteux, irrité, préoccupé? Le visage du haut, est-ce qu'il vous paraît plutôt du côté positif, du côté négatif? Est-ce que le visage du bas, il est plutôt inquiétant ou plutôt rassurant? Eh bien, ce test-là explore cette aptitude à reconnaître les émotions secondaires. Alors évidemment, dans la vie normale, nous avons le regard, mais je l'ai dit dans son contexte. Les émotions primitives vont nous aider à affiner les émotions secondaires. Dans la situation des masques, nous n'avons que le front, et en neuropsychologie, nous disséquons précisément pour essayer de voir jusqu'où va la capacité de discrimination. Eh bien, si vous passez le test, c'est une très belle expérience. On s'aperçoit évidemment que ce test nous travaille quand il est présenté de manière isolée, que nous nous interrogeons, parce que nous mettons à nu, en quelque sorte, cette capacité d'attribuer à autrui des états mentaux. Eh bien, on voit effectivement que nous avons pu parcourir un certain nombre d'étapes qui, agrégées, font la relation au visage, de cette théorie de l'esprit qui nous renseigne sur ce que peut penser autrui, sur ce qu'il vit, à l'empathie, Einfühlung en allemand, c'est-à-dire qu'elle nous permet d'entrer en lui spatialement, de ressentir ce qu'il ressent et de se mettre à sa place. Ceci, c'est parce que nous avons pu passer de la contagion émotionnelle à l'empathie émotionnelle et au fond, pour réaliser que là est la clé de ce qui est un élément très important des relations humaines. Je parle bien sûr des relations profondes, qui est l'intersubjectivité, intersubjectivité portée par le visage et par le regard. Et là, après la neuropsychologie, revenons encore une fois à l'éthique. Schopenhauer l'avait compris cela, simplement c'est le mot qu'il avait utilisé. Il avait utilisé le mot pitié ou le mot sympathie, alors qu'en fait, ce qu'il décrit, c'est bien l'empathie moderne, et il dit la pitié, donc pour lui l'empathie, est le seul motif moral véritable. Autrement dit, pour lui, c'est par l'empathie que nous passons à ce qu'il appelle la charité, que nous pouvons appeler la fraternité, si nous voulons, et de là à la justice. Et Schopenhauer disait qu'à côté, l'impératif catégorique de Kant est un motif fictif et inefficace, puisqu'il ne s'adresse qu'à la raison, c'est-à-dire, il dit, agit par devoir. Le reste, le sentiment, s'il vient, tant mieux, mais s'il ne vient pas, tant pis. Lévinas s'inscrit dans la lignée de Schopenhauer, le visage en appelle à ma responsabilité à l'égard d'autrui. Cette responsabilité devient fraternité et la source de l'égalité est dans la relation avec le visage qui nous désigne tous comme membres de la même humanité et donc tout naturellement à la justice. Vous voyez donc la distinction considérable entre le cheminement rationnel un peu classique d'une éthique qui se répète et ce renouveau qu'il faut reprendre dans cette incarnation. Partir du visage, c'est partir effectivement d'une éthique incarnée. Et ceci nous conduit à revisiter le sens même de la visite en institution du patient ou du résident par le proche et par le soignant. Visiter, c'est bien voir. Et il faut revisiter la visite dans le sens de ce qu'elle porte sur le plan de la relation au visage et sur le plan de l'empathie. Alors, en période pandémique, le port du masque, certes nécessaire, enfin, il l'a été longtemps, on dit de plus en plus que dehors, c'est peut-être pas inutile, c'est vrai qu'on voit des gens à 50 mètres avec des masques, mais peu importe,
en situation, en tout cas, intérieure, il est indispensable. Combien de contaminations au Covid ont lieu aujourd'hui dans des maisons, dans des appartements? Le port du masque, il perturbe ou annule la reconnaissance des émotions fondamentales. Il livre le sujet à la seule théorie de l'esprit. Et nous le voyons sans doute, et sans doute l'avez-vous expérimenté si vous faites des courses dans des supermarchés où on demande bien sûr une distanciation physique, où on voit de l'autre le regard, le front, et où l'autre finalement, alors qu'avec le masque, on nous avait dit que nous le protégions. On se demande si finalement nous ne nous en protégeons pas. Et si par un curieux retournement, finalement, la pandémie nous a entraînés dans une culture de la méfiance, de la perplexité, de l'anxiété aussi, de la contagion. Et c'est ainsi que la distanciation physique devient effectivement une distanciation sociale. Il faut dire que la France n'est pas gênée pour traduire d'emblée le terme anglais par le terme distanciation sociale, alors qu'elle aurait dû traduire d'abord par distanciation physique, car tout le travail qui est à opérer sur un plan éthique, c'est comment faire pour que cette relation amputée, bouleversée au visage de l'autre, comment faire pour que la distanciation physique soit compatible avec une proximité sociale? Comment continuer à promouvoir la fraternité dans une relation qui est si distanciée, mais qui fait que l'autre ne peut plus se livrer à nous, dénué comme il était, disait Lévinas, il est là masqué, lointain, et même on nous indique qu'il y a des allées pour ne pas se croiser. C'est vrai qu'en voyant la nuque des autres, on est sans doute moins exposé à ces postillons, mais je ne sais pas si c'est la nuque, la vision des nuques qui permet de faire grandir les relations interhumaines. Alors le malade Alzheimer. Le malade Alzheimer, il peut avoir du mal, je l'ai dit, dans les formes évoluées, à reconnaître les visages. À les reconnaître, j'ajoute explicitement. Il ne peut pas dire le nom, mais en plus, il peut ne pas savoir exactement qui c'est. Une dame disait, il me prend pour sa fille. Voilà. Oui, manifestement, il y avait un trouble de la reconnaissance. Ça, c'est la prosopagnosie. Mais le déficit de la reconnaissance des visages dans la maladie d'Alzheimer est apaisé par la persistance d'un sentiment de familiarité. Vous vous souvenez d'un des premiers schémas que je vous ai montré, ce ne sont pas les mêmes courants cérébraux. Alors effectivement, sur un plan éthique, ceci a des conséquences considérables. Combien de fois dans la vie associative, nous avons pu, face à des familles qui se désolaient et qui disaient « il ne me reconnaît pas », cette fille qui disait de sa mère « elle me vouvoie, elle ne se souvient même pas de mon prénom » ou elle m'appelle du nom de sa sœur ou d'une connaissance. Oui, mais le sentiment de familiarité persiste. Ce visage que je ne reconnais pas, que je ne peux pas nommer, il m'est familier. Et ceci a été démontré à travers des expériences qui sont des expériences que j'ai toujours trouvées assez extraordinaires. En effet, l'une d'entre elles a consisté, il y a eu plusieurs très intéressantes publications sur ce sujet, l'une d'entre elles a consisté à faire passer devant un malade qui ne reconnaissait pas les visages des photographies, des diapositives. Et certaines de ces diapositives étaient des personnes inconnues, et puis d'autres étaient des personnes
connu du sujet, c'est-à-dire ses parents, ses frères, ses sœurs, ses amis, son époux, son compagnon, sa compagne. Enfin, bon. Et les diapos défilent devant le sujet en même temps que nous recueillons entre la paume et le dos de la main, c'est très facile, ces deux petites électrodes, on relie ça à un amplificateur, et quand on a une émotion, ça donne une micro-sudation, quelques petites unités de sueur. Et cette micro-sudation entraîne une très grande onde, une onde très ample, que nous appelons le réflexe cutané sympathique et qui signifie l'émotion. Eh bien, le sujet voit défiler devant lui des inconnus et rien ne bouge. Et au moment où sa mère passe, où son époux passe, l'épouse passe, le compagnon passe, la personne Alzheimer dit « connaissez », non, mais on voit une grande onde émotionnelle surgir. Voilà la vision de l'inconscient telle qu'elle souffre aujourd'hui. Le sujet ne reconnaît pas explicitement, mais il reconnaît implicitement. Il a une émotion positive. Et c'est ce sentiment de familiarité qui est fondamental dans la relation et dans les témoignages que nous avons. Eh bien, il est bien certain que cette rencontre de deux visages familiers est une rencontre qui devient apaisante. Or, le port du masque lors des rencontres a aboli ce sentiment de familiarité et fait que tout à coup, le visage masqué de l'autre devient ce visage inquiétant, devient ce visage menaçant, devient ce visage étranger, et la personne panique, et le proche en face peut faire tomber le masque. Voilà ce qu'il fallait comprendre, voilà ce qui ne rend pas tolérable les mesures disciplinaires qui sont prises. Ces familles ne sont pas indisciplinées, elles ont simplement besoin qu'on leur explique. Qu'un psychologue soit présent, que quelqu'un de familier avec ses connaissances, formé, puisse dire, eh bien voilà, vous êtes à 2 mètres, eh bien, enlevez votre masque, elle va vous reconnaître. Enlevez votre masque, ça va mieux. Et puis, vous le remettez après. Mais au moins que le contact se fasse, pas la réponse disciplinaire. Ça n'est pas supportable sur un plan humain. C'est pour cette raison que nous avons été quelques-uns à essayer de promouvoir des masques transparents, mais hélas, nous ne sommes pas écoutés. Eh bien, tant pis pour l'humanisation. Tant pis, mais ceci ne nous empêchera pas de parler et de le dire à temps et à contre-temps. Comment refuse-t-on aujourd'hui en EHPAD, sur des injonctions nationales, dont beaucoup sont très bonnes, mais dont d'autres doivent être discutées et portées par nos instances? Voilà ce que je souhaite. Pourquoi condamner un masque transparent avec plus de 90% de filtration alors que le masque chirurgical chinois ne fait pas mieux? Il faut quand même sortir de cette ornière dans laquelle nous sommes englués, mais au fond, nous avons la civilisation que nous méritons. Ce malade, Alzheimer, il peut aussi avoir du mal à reconnaître les expressions faciales émotionnelles. Oui, même, mais la reconnaissance des émotions, je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, elle est plus résistante. Elle est plus résistante que la reconnaissance de l'identité des visages. Seulement, voilà, le masque abolit la reconnaissance des émotions. Le malade est perdu. Le malade est perdu. Ni familiarité, ni émotion. On a pu en effet montrer que des malades d'Alzheimer étaient capables de mettre ensemble des visages tristes et des visages heureux. Bon, je n'insiste pas là-dessus. Il faut dire aussi, bien sûr, que je voudrais retourner à ma logique contextuelle. Il y a aussi la voix qui compte. Et le malade peut parfois être aidé par la reconnaissance de la prosodie émotionnelle. Bien sûr, le malade
est longtemps disponible à l'empathie, au moins dans sa composante émotionnelle, mais cette empathie est mise à mal de manière considérable par le port du masque. Alors, le visage d'autrui, et notamment du proche, il reste et il est épiphanie de la personne, disait Emmanuel Levinas. Épiphanie, manifestation de la personne, à moi, au monde, à la personne qu'il dévoile et exprime en s'exprimant, fût-ce de manière incertaine, fût-ce de manière chaotique. Car, bien sûr, le visage, dans ces situations de visite particulièrement, il est irisé d'émotions qui sont souvent des émotions positives, l'apaisement, le sourire soutenu par la réassurance verbale de l'interlocuteur, des mots qu'il prononce, de leur contenu émotionnel, mais aussi le visage est porté par le ressenti charnel de bien-être, induit par le contact cutané et proprioceptif des mains qui s'étreignent. Et ça, c'est ce contact des mains qui se serrent, induit une sensation de bien-être interne que nous appelons l'insight viscéro-végétatif. On a trop longtemps interdit les mains qui se touchent. Y a-t-il beaucoup de risques avec du gel hydroalcoolique de laisser une fille toucher la main quelques secondes, quelques instants de sa mère? Où est le risque? Je crois que notre société a un cruel besoin d'humanisation et un cruel besoin de compréhension mutuelle. Ce à quoi il faut appeler sans cesse, c'est à une éthique citoyenne, c'est-à-dire à l'affirmation selon laquelle tout citoyen peut être capable de penser, et que si nombre d'injonctions qui nous sont données sont bonnes, ces injonctions doivent être éprouvées à l'articulation de leur application dans cette relation de proximité où finalement toute l'éthique se joue. Elle ne se joue pas dans les grands principes, elle se joue dans la manière dont ces principes tombent sur l'être humain et aboutissent à lui. Et alors, effectivement, il ne s'agit pas de transgresser la règle, mais il s'agit d'honorer la règle que de signaler qu'il puisse y avoir des exceptions au nom de l'humanité. L'exception honore la règle car elle honore la pensée. Et le monde mourra de la passivité et de l'obéissance passive alors qu'il sera grandi, si soulevé par la fraternité, il intègre ces règles d'un État souverain qui, bien sûr, doit avoir souci de tous ses citoyens, mais qui ne peut pas être effectivement des préceptes qui s'abattent comme une masse sur un océan de moutons. Nous devons penser, honorer la règle, dire que le travail de ceux qui ont à la fixer est un travail important, terrible, difficile, les plaindre, pas les critiquer, cela ne sert à rien, mais dire la règle, pourquoi empêcher aujourd'hui le masque transparent dans les EHPAD? Eh bien voilà, l'homme, l'être humain a droit à la parole, il a le droit à la révolte, même si il se veut obéissant dans cette fraternité indissoluble qui doit faire que, avec les responsables que le peuple a librement choisis, nous devons ensemble cheminer vers la sortie de la pandémie. Mais en sortirons-nous grandis en humanité ou en sortirons-nous blessés? C'est là que tout se joue, me semble-t-il, aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. J'arrête là mon discours, car le discours long et le discours court aboutissent au même. Je veux remercier Blandine Vigneras et
Madame Prandi, de leur accueil et bien sûr aussi la direction de l'hôpital de Saint-Yrieix. J'ai une pensée toute particulière pour tous ceux qui ont nourri notre réflexion commune. Je pense au docteur Geneviève Desmours, je pense à Miliani Le Bihan, chargée de mission, l'espace éthique, avec qui nous animons une cellule d'écoute et de soutien éthique qui a actuellement un travail bien difficile à faire et qui est surtout spectatrice de très grande souffrance. Et puis, je pense bien sûr aux bénévoles des associations, aux familles et surtout à ces malades qui sont au cœur de notre mission de soignants. Et moi-même, qui ai été arraché à eux pour des lits d'âge il y a quelques années, parce que j'ai eu tort de choisir la fonction publique, mais j'en suis heureux et fier. Eh bien, je suis resté proche de ces malades grâce à la pratique de l'éthique et grâce au monde associatif, à France Alzheimer. Et j'ai une pensée pour deux autres personnes, M. Jacques Henry, qui a présidé France Alzheimer Vienne, et Nicole Poirier, qui, au Canada, nous a beaucoup inspiré de ces principes humanistes. Je vous remercie pour votre attention. Merci à vous. Bonjour professeur Cyril Armel, je suis directeur de l'hôpital de Saint-Yrieix. Donc je voulais très sincèrement vous remercier pour cette conférence qui nous a passionnés. Conférence qui est importante, qui nous permet de prendre un petit peu de recul par rapport à notre quotidien et qui nous a fait du bien, je pense, collectivement, de pouvoir aussi prendre ce recul qu'on a essayé de faire tout au long de cette pandémie terrible qui nous a posé énormément de questions, que ce soit dans nos cellules de crise, que dans ce comité éthique au sein de l'hôpital de Saint-Yrieix. Donc vraiment un grand merci à vous. Je voulais aussi effectivement saluer le docteur Fiorenza qui apporte aussi son regard et son recul à l'occasion effectivement des conférences, enfin des visioconférences qu'on a avec les structures médico-sociales du Limousin et de Haute-Vienne, et qui nous apporte aussi cet éclairage absolument nécessaire, tout en sachant que il y a la lettre et l'esprit, vous l'avez effectivement bien indiqué. Je crois que tous dans nos cellules de crise, dans nos établissements, on a essayé et on essaye de concilier au mieux effectivement cette nécessaire sécurité qu'on doit à nos patients, à nos résidents, à nos professionnels, et également effectivement cette humanité qui nous anime effectivement au quotidien dans nos exercices professionnels respectifs, quels que soient les métiers qu'on exerce à l'hôpital. Un grand merci à vous. Merci, monsieur le directeur. Bon, merci beaucoup, monsieur Gilles. Vraiment, c'était extrêmement intéressant, comme à chaque fois, passionnant. Effectivement, alors vous avez évoqué le masque transparent, et on avait justement une question sur une personne qui demandait s'il y avait des retours d'expérience sur l'utilisation des masques transparents, notamment en unité d'Alzheimer. Est-ce que vous en avez connaissance? Eh bien, écoutez, non, car pour l'expérience que nous avions entrepris un projet avec le département de la Dordogne, France Alzheimer, avec des commandes de masques transparents qui sont arrivées. Nous avons eu de premiers témoignages de satisfaction quand tout à coup, à l'arrivée des derniers variants, il y a eu l'interdiction. Les visiteurs ont été sommés de se dessaisir de ces masques transparents. Voilà. Depuis, nous essayons de comprendre pourquoi nous avons des coefficients de filtration qui sont équivalents. Il y a des textes qui disent le masque chirurgical est obligatoire, mais après qui n'exclut pas le masque transparent. Mais nous sommes aussi dans un contexte de la peur, de la responsabilité juridique. On n'est pas dans l'éthique là, et qui font qu'il y a de très grandes hésitations. C'est
c'est un peu triste, mais je pense que voilà, il faut parfois se résigner à des insuffisances humaines. Donc non, effectivement, oui, on a eu un recours de quelques unités, mais l'expérience a été tuée dans l'œuf, alors qu'on sait que ces masques transparents ont permis quand même aux personnes malentendantes de communiquer, et heureusement qu'elles les ont pour communiquer. La langue des signes ne peut pas se faire sans masque transparent. Ça aiderait tant les malades. Une malade, une dame nous avait dit, le visage, je ne sais pas si ma mère me reconnaît, mais son visage, quand elle me voit, a été transformé. Voilà. Voilà ce qu'elle nous a dit. Et puis après, ben, tout est tombé dans l'œuf, que voulez-vous. Bon. J'ai essayé de faire une mobilisation nationale, mais manifestement, ça ne prend pas. Ben, tant pis, que voulez-vous. On ne peut pas s'épuiser. Vous savez, Jacques Prévert disait, si quelqu'un se tue à vous le dire, laissez-le donc parler. J'ai peur que ce soit l'adage qui m'ait été appliqué, et donc au bout d'un moment, si vous voulez, nous le faisons. Mais voilà, il faut faire avec ce qu'on peut et ce qu'on croit, le temps du possible. Voilà. Parce que les masques transparents, pourtant vous nous dites, à un taux de filtration identique au masque chirurgical. Donc, par rapport aux variants, c'est parce que du coup, il serait moins efficace, puisque le masque chirurgical est… Voilà. Il y a eu une promotion du masque chirurgical exclusif. Alors moi, s'il y avait un rapport qui me disait… voilà, ils sont inférieurs. Vous voyez, voilà, très bien. Alors, je m'inclinerai. Scientifique, technique, solide, quoi. Hein. Là, nous sommes dans un barbouillis d'agences administratives diverses, techniques qui contrôlent. On nous dit c'est pas possible. Et en même temps, on nous donne pas les explications nécessaires. Et c'est ça qui n'est pas tolérable. Moi, je ne comprends pas. J'ai essayé d'alerter, hein, mais manifestement, ça n'est pas possible. Bon, bah, voulez-vous faire… je ne suis rien, hein, je suis un provincial, tout simple. Et donc, voilà. Mais que voulez-vous bon, il est plus facile de se faire… de faire comprendre ça aux anglo-saxons que de le faire comprendre en France, quoi. Hein. Voilà, alors que je ne parle pas l'anglais, quoi, que je le parle très mal, quoi. Enfin, voilà. Donc, si vous voulez, c'est un peu triste, quoi. Mais enfin, c'est comme ça. Alors, si on nous dit il est inférieur, et sur le plan sanitaire, je vous assure qu'il est inférieur, ben, très bien, on s'inclinera. Mais on veut qu'on parle à notre raison. Et il y en a assez de l'indifférence. Mais il faut faire avec. Alors que voulez-vous, bon, il faut en prendre son parti au bout d'un certain temps. Mais bon, je ne vous dirai pas toutes les personnes auxquelles j'ai écrit qui ne m'ont jamais répondu, mais j'ai écrit, bon, 3 ou 4 personnes que je pensais influentes, mais il n'y a pas de retour. Donc, c'est vrai que ça paraît très secondaire, hein, que la souffrance des personnes âgées en EHPAD, ça paraît peut-être très… Enfin, je ne sais pas. Voilà, je veux m'arrêter là parce qu'il faut… Mais vous voyez, ça fait un peu de la peine, finalement. Voilà, ça fait un peu de la peine. Si par contre il y avait des arguments rationnels, ils seraient reçus immédiatement, bien entendu. Le but n'est pas, le but est d'interroger et de travailler ensemble. Voilà. Enfin, j'espère qu'on teste bien tous les masques qui nous arrivent de Chine, puisque tous nos masques chirurgicaux sont chinois. C'est l'espérance que je forme quand même. Bon. On a une autre question. Donc, les masques masquant une partie du visage, vous en avez parlé. Il semble que l'alliance thérapeutique est plus difficile à mettre en place. Comment résoudre cette difficulté? Eh oui. Ben voilà, je pense que c'est à nouveau l'attention à autrui qui doit être développée, l'attention au non-verbal. Mais c'est vrai que quand on a à la fois la distanciation, le masque, les difficultés d'audition, les difficultés de la vue qui restent, il y a même des endroits où pour se parler, le proche a un téléphone avec l'autre. Il y a des endroits où une barrière de plexiglas qui va du sol au plafond. Voilà, je crois qu'il faudrait être raisonnable, quoi. Voilà. Mais surmonter tout cela, c'est sans doute impossible. Par contre, effectivement, dans bien des endroits, il est possible de progresser, et on l'a montré. Nous avons eu, dans notre avant-dernier webinaire, un témoignage très émouvant d'une directrice d'EHPAD
et d'un médecin coordonnateur qui, ensemble, ont dit, sa directrice EHPAD a eu 2 phrases qui ont montré tout ce qu'elle avait compris au moment où les personnes âgées ont été isolées. Elle a dit, je me suis aperçu qu'ils ne mangeaient plus. Voilà. Elle n'a pas parlé en termes de liberté, elle a parlé en termes charnels. C'est ça la vérité. C'est plus l'affrontement entre le bien plus grand bien pour le plus grand nombre et la liberté publique. C'est l'affrontement avec la santé des gens, avec leur envie de vivre, qui est abolie. Et ça, elle l'a compris immédiatement. Et elle a dit aussi, et je me suis demandé qui suis-je pour interdire. Ben voilà. Et il n'empêche qu'elle a adopté des règles, bien sûr, dans son EHPAD, que son EHPAD n'a pas a eu un comportement tout à fait exemplaire au sein du Covid, mais qu'en même temps, elle a été torturée parce qu'elle avait affaire. Et du coup, c'est ça qui l'a incité au progrès. Je pense que c'est l'inquiétude qui peut nous mouvoir. Vous voyez, c'est l'angoisse éthique. Je pense que c'est elle qui est fondatrice. Hein. Nous serons jugés sur notre niveau d'angoisse. Nous serons jugés sur notre inquiétude. Et je pense que c'est là que se situe l'espace vers le vouloir, hein, à l'égard du malade. Voilà. C'est cela qui me paraît extrêmement important. Il n'est pas dans la recette, mais il est dans le désir. Voilà. Et ce désir, c'est un désir qui est un désir de manque, c'est un désir un peu douloureux. Mais on travaille beaucoup aujourd'hui sur l'inquiétude éthique, sur l'angoisse éthique, et on sait combien elle est un moteur bien plus important dans le travail d'humanisation que le respect d'un grand nombre de principes qui parlent à la raison, mais dont ils doivent atteindre le cœur, quoi. Hein. Voilà. Ce qui apparaît aussi important en parlant d'alliance thérapeutique, c'est que tout à l'heure, vous nous avez dit que une des émotions qui est restée essentiellement chez les patients avec une maladie d'Alzheimer ou en évoluée, c'était le dégoût. Oui. Donc, je pense que ça doit d'autant plus nous interpeller que effectivement, la difficulté de communiquer avec un patient porteur d'une maladie d'Alzheimer et à la fois notre visage, même masqué, pouvant montrer une forme de dégoût. Enfin, moi, je dirais que ça me semble extrêmement important de le retenir que, voilà, si on laisse ressentir un sentiment de dégoût, c'est quand quelque part la personne face à nous n'a probablement plus beaucoup d'importance à nos yeux, ou en tout cas nous répugne. Et voilà, je crois que ça c'est vraiment un message qui m'a marqué dans votre conférence. C'était une des émotions qui persistait le plus loin possible. Et je crois qu'il faut que nous soignants, on soit tous conscients que cette émotion est celle qui persiste et ce que peut ressentir le patient avec une maladie d'Alzheimer. Qui déjà n'a plus son rôle social, plus une vie sociale, donc du coup qui peut s'interroger sur sa place dans la société, et en plus nous renvoyons une image de dégoût et de rejet. Voilà, moi je trouve ça extrêmement important, extrêmement percutant et important à diffuser aux soignants. Oui, alors, il faut dire que le dégoût, c'est une émotion très archaïque. Le nouveau-né exprime le dégoût tout de suite. Il y a tous les travaux qui ont été faits par des neuropsychologues pédiatres l'ont montré. Et donc, c'est très vivace. Et c'est toujours très triste, mais les émotions négatives sont toujours plus résistantes que les émotions positives. Et ça, c'est lié au fait que sur un plan phylogénétique, les émotions négatives, elles jouent un rôle dans la défense de l'individu. Vous voyez, c'est une protection de l'individu. Alors, c'est vrai que la colère, voilà, c'est combien de fois on trouve aussi que des malades d'Alzheimer s'agissent, sont désagréables et tout ça, quoi. Tous ces sentiments négatifs plongent au plus profond de l'histoire de notre survie, quoi. Hein. Voilà. Donc, nous, il faut nous méfier aussi de cela parce que même si nous n'avons pas d'Alzheimer, nous n'avons pas encore d'Alzheimer, nous sommes aussi prisonniers de cet envahissement par notre vie émotionnelle qu'il faut apprendre évidemment à contrôler. Il y a tout un travail à faire de soignant qui me paraît important.
Donc, il y avait une question, mais donc, vous l'avez évoqué, donc le retentissement de l'utilisation des masques auprès des patients déments ou atteints de troubles psychiatriques. Alors, voilà, les patients porteurs de maladie d'Alzheimer, vous nous en avez parlé. Est-ce qu'il y a une formation sur les patients atteints de troubles psychiatriques? Alors là, écoutez, c'est vrai que bon, j'ai moins de connaissances directes, sauf que, évidemment, nous sommes en train de faire un travail commun avec nos collègues de psychiatrie sur un certain nombre de sujets. Et il est évident que dans l'atteinte de la théorie de l'esprit, l'attribution des intentions à autrui, le port du masque s'avère très difficile dans deux autres populations qui sont les personnes autistes et les personnes schizophrènes. Voilà. Ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Et donc là aussi, il y a tout un travail à faire quand on parle du masque transparent. Bien entendu, il ne doit pas seulement, le mieux serait l'absence de masque dès que ce sera possible, mais il ne doit pas seulement s'entendre le malade d'Alzheimer. Bien sûr, il y a un poids épidémiologique tellement important que, voilà, j'ai insisté dessus. Mais c'est vrai que dans le monde de la psychose, c'est quelque chose qui est un lieu de souffrance, et chez les enfants autistes aussi. Donc voilà, donc je crois qu'il y a effectivement beaucoup de travail à faire pour nouer, entrelacer en quelque sorte, voyez-vous, la neuropsychologie, c'est-à-dire, bon, un peu une neuropsychologie que j'appelle humaniste, et l'éthique, pour que ça s'éclaire l'un l'autre, parce que je crois qu'il y a quand même beaucoup de chemin à faire aujourd'hui, et qu'il s'ouvre devant nous, que c'est une chance qu'il faut saisir. D'autant plus, puisqu'en fait, au niveau du centre hospitalier, nous avons une unité de psychotiques vieillissants. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, la question est d'autant plus pertinente et intéressante pour les équipes qui s'occupent de ces patients. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait, parce que, bon, c'est pas là le lieu d'en discuter, mais vous savez, il y a le cadre très contesté de la démence vésanique. Je n'aime pas le mot démence, je l'emploie jamais, mais c'est un mot qui lui est consacré, vésanique, c'est-à-dire ces altérations des fonctions cognitives qui surviennent chez les psychotiques âgés et dont la réalité même fait l'objet aujourd'hui de débats scientifiques. Je me souviens avoir participé à des controverses pour ou contre l'existence de la démence vésanique. Est-ce que les populations psychotiques vieillissantes ont des troubles cognitifs relativement spécifiques? Est-ce qu'ils rejoignent le monde de l'Alzheimer et des apparentés? C'est aujourd'hui un très grand mystère, mais ça incite précisément à cheminer à leur côté, quoi. Ça c'est sûr. Est-ce que vous conseillez des préconisations, ou là encore, plutôt l'orientation sur le masque transparent, sur l'empathie, sur la stature à apporter, ou des formations spécifiques, ou comment travailler le caractère familier, par exemple, puisque vous avez effectivement beaucoup évoqué qu'entre ce qui persistait dans les émotions, le dégoût, on a compris, et aussi le caractère familier du visage. Ça aussi, c'est un message, je crois, pour les professionnels important. Oui, bien sûr. La familiarité du visage est fondatrice d'une relation apaisée, quoi. Voilà. Elle est fondatrice d'une relation apaisée. Donc, effectivement, c'est un élément qui est important, puisque c'est le plus résistant, même chez des malades très évolués. N'oublions pas aussi qu'il y a dans ces désordres cognitifs complexes des moments qu'on peut appeler des moments de fulgurance. Je me souviens d'une dame qui allait rendre visite à sa mère et depuis des années, sa mère ne la reconnaissait pas. Enfin, voilà, hein, c'est un classique.
Elle ne l'appelait plus par son nom, elle savait plus enfin, elle disait pas que c'était sa fille, mais elle était contente qu'elle vienne, quoi. Il y avait que la familiarité, quoi. Et puis un jour, elle est entrée dans sa chambre, sa mère était debout, s'est tournée vers elle, et, et sa fille a dit, elle m'a regardé d'une manière telle que j'ai eu la conviction qu'à ce moment précis, elle me reconnaissait. Voilà, j'ai toujours eu tendance à croire ce que disent les gens. Là, en plus, cette dame était une infirmière, en plus de mon équipe, donc je veux dire que il y avait. Mais ce qui est d'assez extraordinaire, elle me reconnaissait et immédiatement, la dame Alzheimer a dit « Tu vois, je ne sais même plus qui je suis ». C'est ça la fulgurance. Autrement dit, pendant quelques secondes, cette femme a retutoyé sa fille, alors qu'elle la vouvoyait depuis au moins une dizaine de mois, et il lui a dit cette phrase d'une profondeur considérable « Je ne sais même plus qui je suis », une espèce d'angoisse, d'absence d'identité, de sentiment de soi existentiel tout à fait délabrante. Ça a duré 15 secondes après, puis elle a repris, m'a-t-il dit, son verbiage habituel. Voilà, c'est pour cette raison qu'il faut être très attentif, bien sûr, à la relation et ne pas la considérer comme quelque chose de monolithique. Souvent, vous savez, quand on classe les malades, il faut faire attention. Le cerveau est très complexe. Et de temps en temps, il y a tout à coup des connexions qui ressurgissent et qui entraînent un puissant sentiment de conscience, même dans quelqu'un qu'on pensait anosognosique. Voilà. On a été très surpris avec les personnes de mon équipe avec lesquelles je travaille. Je parle surtout celles qui sont à l'étranger. On a repris une étude sur la verbalisation des émotions dans l'Alzheimer. Et il y avait pendant longtemps l'idée qu'il y avait ce qu'on appelle en neuropsycho l'alexithymie. C'est-à-dire qu'ils étaient très déficitaires pour exprimer leurs émotions. Bien, on s'est vu dans des formes légères, ils gardent de très grandes capacités de verbalisation émotionnelle. Voilà. Je crois que ça aussi, c'est un élément qu'il faut retenir. Après, bien sûr, ça se détériore, mais quand des mots qui peuvent dire des émotions ne sortent pas, on devine la souffrance que ça peut donner aux malades d'Alzheimer. C'est ça que je voudrais faire sentir. Dans les formes légères, il y a une verbalisation qui est meilleure que ce que beaucoup de travaux ont dit, tout au moins. Bon, voilà, c'est ce qu'on a trouvé, c'est ce qu'on a publié, et ce qui a été, semble-t-il, reçu. Mais ce qui veut dire qu'après, quand l'aphasie vient, quand les troubles de langage viennent, ces mots sont dedans, en quelque sorte, ne sortent pas, mais le vécu porté par les mots persiste. Voilà pourquoi l'Alzheimer, c'est vraiment une efflorescence émotionnelle, et que c'est en jouant sur cette vie-là que se va nouer quelque chose avec les malades. Attendez. S'il vous plaît, il y a un micro qui est ouvert, j'arrive pas à détecter lequel c'est et ça perturbe la bonne écoute. Voilà. La question, c'est que tout à l'heure, vous nous avez dit effectivement, peut-être pour apaiser un patient avec une maladie d'Alzheimer, en état d'agitation, source d'angoisse, qui ne reconnaît pas l'interlocuteur qu'il a devant lui, est-ce qu'on peut du coup penser que chez les patients psychotiques vieillissants, d'avoir une même approche et de défaire le masque 2 secondes, le temps qu'il y ait une reconnaissance, à la fois peut-être pour les soignants et à la fois pour les proches. Est-ce que ça peut être aussi une solution pour être une situation apaisante pour le patient? Je le pense aussi, oui, je pense qu'on peut appliquer le même, un peu le même schéma, oui, absolument. Oui. Alors, ça peut être moins fondé sur des études, parce qu'il y en a eu moins sur ce sujet-là,
Mais je crois qu'il y a de puissantes analogies, ça, absolument. Les psychotiques vieillissants, sans doute, oui. Parler des masques transparents, parce qu'en fait, on a derrière nous le responsable des services économiques, donc on l'a interpellé de savoir si vous voulez des références pour commander des masques transparents, justement, Ce serait bien. pour notre population de patients âgés et atteints de troubles cognitifs ou psychotiques vieillissants. Alors, pour la petite histoire, elle nous a fait une remontée, c'est qu'elle a déjà étudié la question et elle semble dire que ça a un coût assez important. C'est un peu plus cher, oui, c'est plus cher, oui, 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 oui. Mais là, il faut essayer de demander des aides. Elle dit qu'elle va se rapprocher du groupement hospitalier de territoire pour voir s'il est possible de faire une opération, effectivement, à grande échelle. Sinon, pas d'autres questions. En tout cas, au niveau du chat, est-ce que vous avez d'autres questions? Non, je vois pas apparaître de questions, donc je pense qu'on a dû faire le tour. Bon, en tout cas, un grand merci, Monsieur Gilles, pour votre conférence et pour ces propos extrêmement intéressants. On a quelqu'un qui est Monsieur Lagouni qui propose de partager son expérience si on le souhaite. Avec plaisir. Concernant les masques transparents, dit-il. Avec plaisir. On va lui demander qu'il réouvre son micro, sa visio, et puis que... Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Merci, c'est gentil. Je trouve tout d'abord l'intervention du professeur Gilles vraiment intéressante et qui va dans le sens de les observations que l'on peut faire. Moi, je suis responsable d'un accueil de jour thérapeutique qui accueille actuellement une population principale de malades Alzheimer. Et effectivement, rapidement, s'est posé la question du masque et des dispositifs transparents qui pouvaient exister à notre disposition. Alors, je rebondis effectivement sur la première réaction que vous avez eue, professeur Gilles, c'est qu'effectivement, il y a eu des masques qui venaient un petit peu sur le marché avec des critères de filtration qui n'étaient pas, soi-disant, efficaces, on va dire, vis-à-vis des variants et on nécessitait leur retrait ou en tout cas n'ont pas permis leur utilisation dans certaines conditions. Moi, je suis pas vendeur, je suis pas commercial, je suis infirmier de base et j'ai trouvé une société qui se trouve en Bretagne et qui fabrique des masques transparents qui ont été éprouvés en partenariat avec un fabricant de filtres qui fournit des filtres de qualité FFP3, donc avec une filtration qui est au top. Donc soit on a ce dispositif-là, soit on a effectivement la possibilité d'avoir des filtres autodécontaminants, c'est-à-dire que ce sont des filtres qui sont issus de fibres à base de cuivre et qui vont avoir une durée d'utilisation d'1 mois, que l'on va stériliser dans l'eau bouillante après chaque journée d'utilisation. Vous avez juste ce filtre qui se jette et vous pouvez conserver votre masque transparent. Il se nettoie, il se désinfecte, il se passe voilà, aussi à la vapeur. Enfin bon, il y a c'est tout expliqué sur le site et donc cette difficulté-là, et vous le soulignez tout à l'heure, c'est le coût de ce type de dispositif pour les structures. Et donc il faut faire des recherches de mécénat, essayer de gratter quelques sous puisque effectivement c'est quelque chose qui est assez onéreux. Je suis en cours de négociation moi avec l'entreprise en question. Je vous ai mis le lien dans le chat. Je suis en cours de négociation. Nous sommes une équipe sur le pôle neuro de l'association qui comprend 23 personnes et nous souhaitons faire équiper ces 23 personnes donc de ce dispositif-là. Un petit calcul vite fait. Sans parler budget, en tout cas, nous jetons actuellement sur l'ensemble de nos équipes plus de 1500 masques par mois. Aujourd'hui, avec ce dispositif, eh bien, nous jetterions 23 filtres par mois. Et voilà, oui, bien sûr.
Alors, Voilà. très bien, merci. Le filtre coûte 9 €. Et le masque, bon, ben, il est plus cher, hein, et je crois que c'est de l'ordre d'une 60aine d'euros. Donc effectivement, les comptables vont crier au loup, ou en tout cas, voilà, il faut essayer de voir comment ça peut se financer. Moi, je suis sur la bonne voie. Je suis en phase de commande de ces dispositifs pour notre équipe qui travaille auprès de personnes Alzheimer. Et je pense que c'est un concept qui est très prometteur. Écoutez, merci pour ces éclaircissements. Puis je crois qu'il faut aller à la recherche de mécénat, d'études techniques précises et de mécénat. Oui, oui. La première entreprise que nous avions fait, nous avions pu avoir un soutien de France Alzheimer, c'est-à-dire que les EHPAD ne payaient pas. France Alzheimer avait fourni quelques familles qui étaient en situation difficile. Ensuite, ça s'est fait pour les interdictions, qui ont frappé le modèle que nous avions, alors que les renseignements que j'avais n'étaient pas négatifs. Là, je ne l'ai pas sous les yeux. Mais voilà, je pense qu'il faut se faire aider, et il faut aussi produire des dossiers techniques qui tiennent la route pour que les autorités sanitaires les approuvent, quoi. En tout cas, merci pour ces éclaircissements, Monsieur le Président. Avec plaisir. Bon, merci beaucoup. On va peut-être conclure. Vraiment un grand merci, Monsieur Gilles. C'est toujours avec grand plaisir qu'on vous écoute. Et j'ai des adeptes maintenant du centre hospitalier pour vous écouter et lire vos billets éthiques hebdomadaires. Merci beaucoup. Et puis, à très bientôt, j'espère, en présentiel ou en distanciel. En tout cas, on suit de près aussi vos conférences que vous organisez. Juste un petit mot pour ceux qui posaient la question. Donc, merci professeur Gilles, c'est vraiment un plaisir, vraiment, parce que on lit effectivement vos billets éthiques et on vous suit régulièrement en conférence. Donc, c'est vraiment une belle chose pour nous de pouvoir avoir une conférence qui, je suis sûre, a passionné nos professionnels qui sont confrontés quand même à beaucoup de patients âgés et avec des troubles cognitifs et des pathologies Alzheimer ou apparentées. Ceux qui se posaient la question, donc la séance était enregistrée et donc avec les Rénat de Poitiers, nous allons voir pour que ça soit sur votre chaîne YouTube. Donc tous ceux qui n'ont pas pu voir l'intégralité vont pouvoir se rattraper et même en faire profiter toutes les autres personnes dont ils souhaitent faire partage de cette visioconférence. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Blandine Muras. Au revoir, Madame Prandi. Et merci à toute votre équipe. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.